De retour sur le plateau de Ken, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box. Et oui, SFR, on commence à être partout. On vous parle aussi de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et bien sûr, on vous parle de tous les sujets tabous. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'enfer du crack. Il a écrit un livre sur ça, il est avec moi sur le plateau. J'ai l'honneur de recevoir Philippe Nicolas. Qu'a nous fait? Bonjour Stanley. Oui, ça va. Bien installé? Ouais, c'est J'adore la chemise. Merci, merci. Franchement, ouais, pourquoi mes invités rigolent? Mes invités ne rigolent pas. En tout cas, tu es venu nous parler de ton dernier bouquin. Oui. Mais avant d'en parler, ce n'est pas ton premier ouvrage, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas mon premier ouvrage. Celui-là, c'est mon second. Ouais. Bon, j'ai changé d'éditeur entre-temps. J'avais fait un livre plus sur des choses ecclésiastiques, on va dire. Et là, je sors avec un témoignage. Comment je peux appeler ça? C'est un récit autobiographique romancé. Wow! Ok! Donc il y a du suspense, il y a du... Oui, il y a du rythme parce que bon, je voulais ça. Je voulais que les gens comprennent que ce soit un outil aussi. Un outil pour les gens, pour les familles, pour les jeunes. Parce que c'est un problème qui nous concerne et j'ai l'impression qu'on met des visières pour ne pas voir ce qui se passe. Exactement, j'allais te poser la question, est-ce que ce sujet-là, encore une fois, est tabou? On utilise beaucoup ce terme sur ce plateau, mais c'est vrai qu'on a l'impression que le crack, on en parlait beaucoup dans les années 90, début 2000, et puis d'un seul coup, on a commencé à ne plus en parler, comme, voilà, ça se dit pas avoué, qu'elle n'a pas fait mal, donc on en parle. Exactement. Donc qu'est-ce qui t'a motivé justement à écrire ce bouquin? Est-ce que justement tu as eu des témoignages? Est-ce que dans ta vie privée, tu as été confronté à ça? Dis-nous tout. Ben, en fait, oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en parle, mais les gens qui en parlent ne connaissent pas de quoi ils parlent. D'accord. C'est souvent le cas. Bon, on parle, on sait que ça existe. Le problème avec les addictions, et surtout le crack, c'est qu'on voit juste le bout de l'iceberg. Voilà. Et le fond, on ne sait pas ce qui se passe véritablement. Et donc, oui, j'ai eu des témoignages, mais j'ai surtout vécu ça, moi. D'accord. J'ai surtout vécu ça et j'étais jeune, enfin plus jeune. Et oui, j'ai connu ça. Mais oui, parce que tu ne vieillis pas, tu es comme un jeune homme de 20 ans. Bah oui. Alors justement, parce que souvent on se dit, voilà, il suffit de ne pas commencer. Le jugement est facile. Tu te dis, ouais, mais il n'y a qu'à pas prendre. Ouais, mais il n'y a qu'à pas prendre. Souvent, ça arrive dans notre vie, on ne sait même pas comment. Alors comment est-ce que ça peut arriver dans la vie de quelqu'un? C'est un peu ça, parce qu'en fait, l'ouvrage commence par le cheminement. Il y a un cheminement, en fait. Et moi, c'est ce que je dis aux gens. Avec le crack, il ne faut surtout pas essayer. Essaye un joint si tu veux, fume un joint. En fait, on rappelle que c'est illégal. C'est illégal. Non, quand je dis essayer... C'est que le mieux, c'est de boire de l'eau. De l'eau fraîche. De l'eau fraîche. Mais surtout pas essayer. Surtout pas essayer. Et puis tu as un cheminement comme ça, tu commences, voilà, tu commences à boire une petite bière avec les copains, et puis bon, c'est pas assez fort. On rappelle aussi que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais on parle du cheminement. Voilà, donc, et tu chemines comme ça. Mais tu as aussi ta vie. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Bon, j'étais timide, j'avais une timidité maladive, j'étais pas bien dans ma peau. J'avais tout ce qu'il me fallait, j'avais une famille, j'étais heureux, mais j'étais timide. Donc bon, il fallait compenser. D'accord. Et tu vois, on cherche toujours... Le courage. Le courage, voilà, affronter, bon, tu es jeune, affronter les filles, affronter les situations, savoir dire non. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose aussi, savoir dire non. Non, ça ne veut pas dire qu'on est fâché, ça ne veut pas dire que... Mais c'est non, quoi. Et ça, on n'a pas tout le temps le courage de le dire. Alors bon, on boit un petit punch, l'abus d'alcool est dangereux, mais on cherche quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'on cherche des excitants pour se donner le courage et pour franchir le pas. Pour franchir le pas. Donc ça commence comme ça, en fait. Et il n'y a pas de petite drogue. Il n'y a pas de petite drogue. Donc on commence par ce qu'on appelle petit, si tu vois ce que je veux dire. Mais finalement, c'est toujours pas assez. Et après, tu entres dans une espèce d'engrenage et tu connais tout. Donc, dans le livre, je parle de tout ça, de
comment j'ai commencé avec l'herbe, parce que bon, j'étais musicien, les gens me connaissent ici, hein, j'étais musicien. Et justement dans ce milieu de, on va dire, de musical, d'artistes, de nuit, de show, où on dort très peu, où on voyage beaucoup, voilà, on se fait un petit peu glorifier à gauche et à droite, est-ce que limite faire usage de la drogue devient dans ce milieu normal? C'est pas là où je voulais en venir. D'accord, mais je te pose quand même la question. Oui, je te répondrai. Mais d'accord, continue. Ce que je veux dire, moi, ce qu'il y a, c'est que c'est ce qui s'est passé. Je suis Pointois, hein. C'est Nègre-la-Pointe. Et donc, je suis né en 62. Et donc, si tu veux, les seuls bâtiments, entre guillemets, qui existaient, c'était là où j'habitais. J'habitais Henri IV. D'accord. C'était Henri IV. Et donc, face à moi, il y avait des maisons en bois. Il y avait la rue Bouchonnerie Lordané, pour ceux qui connaissent, etc. Donc, c'était... Ce qu'on voit là, c'était pas ça. Donc, c'était la première rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Et puis, tout de suite après, nous, jeunes, on n'a fait que voir pousser comme des champignons, la toxécide, machin. Donc nous, dès qu'on jouait Cristal, nous, quand jouait Flipper. Et ça a été vite, ça a été très vite. Et tout ça, et moi j'étais musicien. Effectivement, bon, j'étais percussionniste, on était joué tambour, on jouait vélo, on jouait takuta, enfin bref. Donc j'étais déjà dans le truc. Un peu rasta, un peu... je me cherchais. Parce qu'à cette époque-là, dans les années 80, fin des années 70, tout nous est arrivé en pleine figure. Donc déjà, Black Panther, machin, Bob Marley qui sort. Donc, il y a le feu là-haut. Il y a le feu là-haut et tu te cherches. Parce que bon, à l'école, bon, après, Bika Jeunesse Guadeloupe, le truc est en feu. Je vois. Et donc, toi, tu te poses plein de questions. Et puis bon, moi j'ai commencé relativement jeune dans la musique, donc j'étais entouré que des gens plus âgés que moi. Je n'aimais pas fréquenter les potes du quartier, ça, pas des gars moi. Donc je fréquentais des gens plus âgés que moi et bon forcément tu es entraîné dans un truc qui te dépasse en fait. Donc je chante, je joue de la musique, en cas je jouais tambour, en machin, donc et vite tu te retrouves, tu es là, ben, le joint passe, il passe devant toi, machin. Donc bon, et puis finalement, ça se fait comme ça. Un jour, tu tends ton bras. Un jour, tu tends ton bras. Et puis, donc voilà, et c'est un peu ça, dans ce milieu-là, oui. Et à l'époque, on venait de commencer à jouer, à mettre la musique dans la rue. Donc, on était qu'à jouer tambour, on les boulevards là, Wasselini, à l'époque, c'était ça. Et donc, bon, voilà, donc c'était... Oui, dans ce mouvement-là, effectivement, bon, ça fumait grave, quoi. Et j'avais un ami qui disait, plus vous fumez, plus ou bien. Donc, je te pétais la tête. Et cette notion-là, donc, quand tout ça, maintenant, ça s'est stabilisé, après, tu vois arriver de métropole, maintenant, une autre génération qui ne se pose pas de questions identitaires. Eux, ils veulent amener Paris à Pointe-à-Pitre, tu vois. Donc, tu vois pousser des trucs, la pomme d'Adam en dessous de la source Cécile, c'est comme à Paris, le soir, machin. Donc, entre-temps, toi, tu ne sais pas trop qui tu es, tu te cherches. Donc, et comme le truc était un peu bizarre à l'époque, à Pointe-à-Pitre, les rastas et tout ça, machin, il y a eu une espèce de gros délire qui s'est passé. Donc, toi, bon... Parce que ce qui sauve dans le livre, je raconte, c'est ton éducation, ce que tu as reçu comme éducation. Tu te dis, ouais, mais bon, c'est pas ce qu'on m'a appris. Donc tu es mal à l'aise en fait. Tu joues, mais. Sur les deux tables, tu as le cul entre deux chaises. Voilà, tu sais pas trop où aller. Mon éducation, la rue, la vie, ce qui est OK. Exactement, exactement. Tu suis, donc voilà, c'est un peu ça. Et à un moment, tu vois arriver tous ces gens-là, donc tu vois autre chose, donc. Je m'habillais, j'étais en boubou, mes petites locks, mon casque colonial, c'était mon look à l'époque, etc. Bon, et après, tu changes ça. Tu as un 501, des Santiago, pantalon en cuir. Donc voilà, tu te cherches. Et donc là, je vois arriver ces gars-là, donc c'est notre truc. Et maintenant, on parle d'autre chose maintenant. On commence à parler de Corinne et de Hélène. Alors, Corinne, c'est qui? Hélène, c'est qui? Alors, Corinne, c'est Coq. Et Hélène, c'est l'autre truc marron. Et donc voilà, donc là, tu franchis un autre palier là quand même. Hein. Donc là, tu commences
à sniffer de la coke, tu commences à sniffer de l'héroïne, etc. Donc le truc, ça devient un peu plus machin. Bon, la chance que j'avais, c'est que j'aime pas les piqûres. Et donc, je me suis J'aime bien la chance que j'avais. Bon, ouais, en même temps, ouais, ça peut être une chance. Tu as raison, mine de. Parce qu'en ce temps-là. Et t'as vu comme ta phobie t'a empêché d'aller plus loin? Oui. Comme quoi, les phobies, ça a du bon. Oui, oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai perdu beaucoup d'amis dans ça. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même le sida. Ouais, voilà. Avec les seringues, les trucs. Et bon, moi, je touche du bois. J'ai jamais. Bon, tu passes à travers. Ouais, ouais. Et puis, c'était pas mon truc. Mon truc, c'était plus la coke, je suis plus machin. Donc, ouais, toi, tu cherchais l'excitation. Exactement, exactement. Donc voilà, donc là, on est dans les années 80, c'est l'ébullition un peu à Pointe-à-Pitre. Et la nuit, la vie de la nuit commence aussi. Avant, il n'y avait pas ça. Bon, tu sortais la nuit, tu allais au cinéma, à Plaza, tu mangeais un bouquet. Ouais, tu avais deux endroits. Deux endroits. Mais là, les boîtes de nuit, les machins, les sauces, les soirées, putain, ouadan, Et donc voilà, donc tu es complètement aspiré par ça. Et quelques années après, et c'est là que le truc commence. On va maintenant parler du crack. Ouais. Parce que je ne vais pas te raconter tout. Non, mais tu as bien développé le truc. Il y a eu énormément de choses qui sont arrivées en Guadeloupe. Beaucoup. Le mélange un petit peu de tout, la fiesta et compagnie. Exactement. On cherche l'excitation, nouvelle vie, on grandit. Les copains font ci, font ça. Voilà. On suit, on tombe dedans. Pour l'instant, c'était super bien résumé. OK. Et donc, on arrive un jour, parce que tu sais, ici ailleurs, on aime singer. Bon, un film arrive, New Jack City. New Jack City, j'allais te le dire. Avec Wesley Snipes. Exactement. Il s'appelait Nino Brown dans le film. Suis-je le gardien de mon frère? Exact. On n'est pas sous KNF ici, on connaît nos classiques. Et bien voilà, et ça déclenche tout. Ouais. Ça déclenche tout et le crack fait son apparition. Exact. Alors, au début, moi, il y a un ami qui me dit, ah, Pipo, on dit parisien qui sorti, donc machin, Pipo, viens, machin. Donc on prend un peu de cocaïne, on met de l'eau et de la bicarbonate, on fait chauffer, ça te fait un petit truc. Ça commence comme ça. Mais après, le truc, tu vois, le truc monte toujours. Le truc monte toujours. Et après, donc, les gars, ils ont commencé à faire ça, et c'est-à-dire parce que ça ne rapportait pas suffisamment d'argent que de vendre de la cocaïne, que tu le fasses toi-même. Donc après, ils l'ont fait eux-mêmes. Donc ils te le vendaient tout fait. Le problème, c'est qu'ils ont rajouté des trucs dedans. Ils ont rajouté de l'alcali, ils ont rajouté du kérosène. D'accord. Et comme, bon, les douaniers interceptaient beaucoup en ce temps-là les drogues, eh bien, il fallait mettre un truc pour... caché. Vegléo. Vegléo. Donc les gars ont mis de la sorcellerie dedans. Donc quand le crack passait, les douaniers ne voyaient pas. Ne me demande pas comment. Hein. D'accord. On va parler de ça après. Et donc, dans ça, tu avais... quand tu prenais ça, tu rentrais dans un monde d'esprit. OK. Une espèce de monde parallèle qui existe. Et le nom du crack... Il y a eu plusieurs noms qui ont été donnés. Donc, quand tu prends un truc, ça s'appelle un flash. Donc, un flash, c'est une lumière intense. Ensuite, le crack. Pourquoi le crack? Parce que ça te donne une espèce de... Tu commences à craquer des dents. OK. Donc, si tu vois un paro, comme on dit, tu le reconnaîtras parce qu'il va faire... OK, technique pour vous aussi. Donc, non, je le dis parce qu'il faut que la famille... Quand maman va voir son fils ou sa fille craque des dents, elle saura, tu vois. Parce qu'encore une fois, on ne fait pas cette émission, cette interview pour glorifier ou pour vous dire allez prendre. Non, c'est une expérience de vie, un témoignage, et justement ça peut vous donner quelques techniques pour reconnaître et pour être un petit peu plus attentif. Exactement. On poursuit. Donc le crack parce qu'on craque des dents. Parce qu'on craque des dents. OK. Et puis l'autre nom c'était Diable. Ouais. Et c'est là où c'est chaud. Je vais te dire, Stylé, j'ai vraiment vu ça. Je dis ça à un moment que tu rentres dans un univers diabolique, malsain, et où vraiment tu côtoies des esprits. Alors tu as cette notion de paranoïa, hein,
as cette notion de paranoïa, parce que quand tu prends ton flash, tout de suite, tu as l'impression qu'il y a des gens autour de toi, etc. Ouais. Mais moi, je vais plus loin, parce que je l'ai vécu. Ce n'était pas tout le temps une impression. Tu entrais vraiment dans un monde qui ne t'appartenait pas. D'accord. Nous sommes des esprits, hein. Nous sommes, nous, êtres humains, nous sommes des esprits, et nous dotés d'une âme ou enfermés dans un corps physique. Ok. Nous ne sommes pas qu'un corps là, c'est pas... Qui se promène, non, voilà. non. Okay. Nous sommes des esprits. Et donc nous sommes entourés d'esprits. Et donc le Dieu que je sers, en tout cas, il est esprit, il est invisible. Donc autour de nous, il y a des êtres invisibles. Et quand tu prends ça, tu les sens. Parce que tu es dans une espèce de sphère maléfique, et eux, tu les déranges. Donc tu ressens des choses. Le truc, ça m'a beaucoup bouleversé, parce que quelques années après, je suis pasteur évangélique. Hein. Quelques années après, j'ai connu Dieu, mais à l'époque, non. Hein. Je ne suis pas là non plus pour faire du prosélytisme à 2 €. Hein. Ce n'est pas ça, pour dire oui, ben, j'ai vu une lumière, Dieu m'a éclairé, j'ai laissé le crack. Ce n'est pas du tout ça. C'est un cheminement. Je te parlais de l'éducation et je te parlais de l'amour, parce qu'il y a tout et son contraire. Et quelque chose se combat souvent par son contraire. Et dans ce monde du crack, dans ce truc, il y a de la haine. Le diable, parce qu'on l'appelle comme ça, au diable là. Donc le diable, il faut le combattre par le bien, en fait. Et la haine que ça dégage, il faut combattre ça par l'amour. Donc c'est l'amour de mes parents, l'amour de mon épouse défunte qui est décédée aujourd'hui, l'amour de, tu vois, c'est ta famille et ton éducation, ce que tu as reçu. Des fois, j'étais dans le ghetto avec des gars bizarres. Et eux-mêmes, ils me disaient, mais Pipo, qu'est-ce qu'on fait là? À pas place ça là. Et tu sais, parce que quand tu as pris le flash, tu es dans un état euphorique, mais ça ne dure pas longtemps. Et quand tu descends, on appelle ça la descente, quand tu descends, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place là. Et c'est ça qui t'effraie aussi. Tu te dis, mais parce que tu es humilié, en fait. Et c'est le diable qui humilie les gens. Et il t'humilie. Un jour, je raconte une histoire. Un jour, mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse, vient me chercher dans le ghetto. Et elle vient dans une maison, elle frappe, elle savait où j'étais. Et elle était anglophone, hein. Donc elle vient voir le gars qui est là où on était, et c'est un anglophone lui aussi. Et les gars me disent, Pipo, madame, vite, machin. À 9h du matin. 9h du matin. Donc je cours, je dis, et je rentre sous son lit. Je rentre sous le lit à 9h du matin. Et je l'entends. Qui vocifère, elle l'a traité de tous les noms. En anglais, français, créole. Et puis, mais tu sais ce qui est, elle était seule. Le problème, c'est qu'elle est seule, mais j'entends la voix de mon papa. Je dis, mais papa ne veut pas être là, papa est mort. Il venait de mourir. J'entends la voix de mon papa, j'entends des voix, j'entends tout le monde, toute la maison, comme si toute la maison avait débarqué là. Et je suis couché là, sous le lit du gars à 9h du matin. Je ressors à 21h, 12 heures après. Tu sais, parce que tu es dans une espèce de peur. C'est des trucs comme ça. C'est fou quand même. 9h, 29h. C'est terrible. 9h du matin à 9h du soir. C'est fou. Tu es couché sous le lit, tu as peur parce que, en fait, comme on dit, ou pas haut, quoi. Et c'est souvent des trucs comme ça. Tu te fais, pour te faire du bien, tu te fais du mal. Et tu perds toute notion. Un jour, j'attends un gars. Le gars me dit, bon, ben Pipo, attends-moi là, je l'attends. Et 9h du matin, je l'attends, je lui dis, bon, ok, il va, il retourne avec un truc. Et je suis assis là. Et des amis arrivent entre-temps et ils me disent, mais Pipo, qu'est-ce qu'on fait là? Je dis, oui, mais en cas attendre un tel. Il me dit, mais un tel, mais on a vu un tel là-bas. Je dis, mais non, mais il sortit parti. Il dit, mais depuis à qui il est là? Je dis, mais depuis tout à l'heure là, à 9h. Mais je n'ai pas demandé sur rien. Il dit, Pipo, 6h30, c'est-à-dire 18h30. Du soir. 18h30. Ah ouais. Pour moi, ça faisait quelques minutes. J'ai passé toute la journée assis là. Tu vois, des délires comme ça, des trucs où le diable te piège. Ou vraiment. Et puis bon, tu as aussi la mort qui te guette.
Parce que plusieurs fois, je suis tombé évanoui. J'ai failli mourir plusieurs fois. Bon, des gars, physiques, des trucs complètement délirants. Et c'est pour ça que je dis aux gens de faire attention à ça. Parce que les paros, entre guillemets, qu'on voit là, dans nos bourgs, dans nos faubourgs, dans les feux là-bas, c'est pas ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a des familles détruites. Il y a monsieur, madame, tout le monde qui ont perdu tout ce qu'ils avaient. J'ai perdu beaucoup d'amis. Quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai cité des gens. Ouais. Et je suis allé dans leur veillée. Hein. Parce qu'entre cancer de la gorge, cancer de ci, cancer de ça, moi-même, j'ai hérité d'un lymphome à l'estomac. Donc je faisais de la chimio, patati patata. Ah, donc tu n'es pas sorti indemne? Bah, tu ne sors pas indemne de ça. D'accord. Tu sors pas indemne. Ça te laisse forcément des traces. Ça laisse forcément des traces. Bon, aujourd'hui, j'ai un beau sourire. Mais c'est ça, parce que quand on te regarde, en fait, oui, mais je l'ai acheté, un beau jeune homme, oui, mais c'est mon la patience, c'est ça. Mais... Tu vois, mais on a l'impression en fait que tu as réussi à t'en sortir, et là tu nous dis que non, finalement ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Moi aujourd'hui, je te parlais de mon sourire, il m'a coûté beaucoup. D'accord. Parce qu'en fait, le crack justement, craquer des dents, ça te déchausse les dents. Exact. Ça t'abîme, toute ma dentition était abîmée, donc c'est beaucoup d'argent, quoi. Il a continué à dépenser, mais autrement. Autrement. Okay, d'accord. Et c'est ça. Il faut comprendre que ça, c'est l'œuvre du diable. Ouais. C'est pour ça que j'ai en sous-titre, c'est l'enfer. L'enfer. C'est vraiment parce que le mot, il est fort. Ah, oui, mais il est fort. Et là, on le comprend mieux parce que tu as bien expliqué. Ouais, il fait sens. Ouais. C'est vraiment l'enfer. Et donc, on est là, on essaie de comprendre ce qui nous arrive. Et donc aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que je veux expliquer aux familles, au père, à la mère qui voit son enfant entrer. J'ai gardé des mots crus. Certains de mes confrères pasteurs, je ne sais pas, c'est pour ça que j'ai fait une note. Au milieu du livre, j'ai fait une note. Parce que c'est un livre que j'ai commencé à écrire en 97. Et j'ai donné ma vie à Dieu en 2000. Ouais. Donc, mais entre-temps, c'est comme ça qu'on parlait. C'est comme ça qu'il faut parler, pour que quand la maman ou le papa entend des phrases qui sont dites, des trucs, quand elle va lire l'ouvrage, elle va comprendre ce que le fils ou la fille dit. Et qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Parce qu'après, je donne des solutions. Je ne fais pas que dire, bon voilà, parce que si on sortit Adam, c'est qu'il n'y a ni espoir. Et tu penses bien que je vais te demander quelles sont les solutions, et voilà, merci. Et donc voilà, et des choses bizarres. J'avais mon père était mort. Et donc, on est entré dans un truc mystique, hein, vraiment. D'accord. Mon père est mort. Alors, on dit que 40 jours, tu sais, 40 jours après la mort, mon amour bien bâti, etc. Et j'ai eu l'occasion de voir mon père. Moi, je dis voir, flippant même, voir comme je te vois. D'accord. 3 fois. Et avec des gens différents. Parce qu'il n'était pas content, hein, parce qu'à chaque fois que je l'ai vu, un jour j'étais dans une chambre avec un ami, il me dit Pipo, Gami, c'est derrière là. Alors je lui ai dit, mais quand on va raconter là, il dit, mais papa, derrière là. Et on se retourne, les deux, on le voit. Le gars debout là, à nous regarder. C'est-à-dire que tu rentres vraiment dans un monde d'esprit. Ça va plus loin que ça. Les gens entendent crack et tout ça. Pourquoi les gars perdent leur tête comme ça? Pourquoi tu vois des gens comme ça dans la rue? Parce qu'ils voient des choses, parce qu'ils côtoient des esprits et pas de bons esprits dans ce truc-là. C'est des mauvais esprits. Et donc, si tu n'as pas cette capacité, et je le dis dans le livre, moi je suis un prédestiné. Ouais. Dieu, il te connaît avant que tu le connaisses. Il veillait sur moi. Je ne suis pas là encore une fois pour dire oui, j'étais là, j'ai vu une grande lumière, Dieu m'est apparu, il m'a sauvé. Ce n'est pas ce que je dis. Ouais. Mais je dis que malgré tout, sa main invisible était quand même là. Parce qu'il me connaissait déjà. Moi, pas te connaître lui, mais déjà connaître moi. Et donc, parce que tu es dans un monde maléfique. Ouais. Maléfique. Vraiment, tu vois des choses, tu sens des présences. Et parce que entre sorciers, c'est vous quand même si ça, entre le fait que intrinsèquement même c'est un truc qui n'est pas bon. Ouais. Il faut le dire, je le dis aux gens, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai vu des vies détruites, j'ai vu des gars, pères de famille, prendre le réfrigérateur,
prendre la télévision, prendre tout ce qu'il y avait dans la maison et avait plus rien dans la maison. Pour vendre pour justement aller acheter leur dose. Oui. Et le gars, il achète une télé, je ne sais pas moi, c'est combien une télé, je ne sais pas. Aujourd'hui, dans les 800, 1000 euros. Dans les 800 000 euros. 2000 euros si vous voulez un gros truc. Ben, il le vend à 20 euros, quoi. Il le vend à 20 euros. Et souvent, il peut même prendre les choses de sa famille, de ses parents, de ses beaux-parents, de ses amis. De tout le monde. Vous rentrez chez vous, vous n'avez plus de frigo. Exactement. Et moi, je bénis Dieu pour ça. Ouais. Je travaillais à l'époque et ce que je faisais, j'étais dessinateur-projeteur. Donc à l'époque, j'avais un bon travail et j'avais des jobs. Mais tout mon argent, il passait. Okay. Mais donc voilà, donc j'ai pas eu à faire ça, j'ai pas volé Bitamoun, encore une fois l'éducation. Mais j'ai gaspillé tout mon argent passait dans ça. Et entre ton état physique aussi, parce que c'est quelque chose, c'est un coupe-faim. Okay. Donc je ne mangeais pas. Mon épouse, elle était cuisinière, elle me préparait des plats. Mais et tu ne les mangeais pas? Non, ça finissait à la poubelle. Hein. Non. Ouais. En cachette, machin, j'allais jeter la nourriture. Je n'avais pas faim. Je ne dormais pas. Je passais 3 jours sans dormir. Donc tu as maigri. Et donc tes genoux prennent un coup. Donc tu marches, mais tu es fatigué. Enfin, c'est l'enfer. J'ai pas d'autre mot que ça. C'est fou parce que c'est vrai qu'il nous fait une description et ouais, je pense que grâce à toi, il y a beaucoup qui vont pas toucher parce que entrevoir des choses qui n'existent pas, enfin aller dans un autre monde, on va pas dire que ça existe, ça c'est une autre chose. On va inviter pour en parler. Waouh, mais ne pas voir les journées passer de 9h à 22h, tu es sur un lit en train de te cacher en pensant qu'il y a 2 minutes qui sont passées. Tu perds ta dentition, tu perds ton corps, tu deviens fou, tu te sépares de tes amis. Mais au final, quel a été le déclic pour s'en sortir? Pour toi, quelles ont été les solutions? Pour moi, c'est la mort. C'est pour ça que je parle de l'ombre de la mort. Et je vais te dire quelque chose. Un jour, je suis à la maison, je rentre chez moi, où je vais passer 2 ou 3 nuits à consommer, et je rentre à la maison, et je pleure. Je pleure, je me mets en pleurs, et je me déshabille, je me mets nu. J'habitais à Grand Camp, j'habitais au 5e étage. Okay. Et je dis, bon, comme j'arrive pas à m'en sortir, on va finir avec ça. Et je me dis, je vais sauter. Et j'avais un petit caniche, parce que mon épouse n'était pas là, mon épouse travaillait. Et donc je rentre, je suis en pleurs et je dis, Dieu, si tu existes, fais quelque chose pour moi, tu ne peux pas me laisser. Tu as bien vu que je n'arrive pas par moi-même. Ouais. Donc c'est où on va finir avec ça? Parce que je ne peux pas, je vais entraîner des gens dans ça, surtout que bon, il y a quelque chose qui m'avait fait flipper aussi, c'est que mon épouse m'a dit, bon, comme Bita on l'a bon, si vous ne pas arrêter, moi, on va commencer. Et quand j'ai vu comment les gars traitaient les filles sur le ghetto, c'était chaud. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai vu des filles accoucher des petits monstres. Ok, d'accord. J'ai vu des gens mourir, crise cardiaque, des trucs. Et donc, je rentre, je suis en pleurs, je dis, Seigneur, bon, moi je me jette dans le vide. Et là, c'est difficile à croire, pour moi-même qui l'ai vécu. Mon petit chien, un petit caniche qu'on m'avait offert, même pas tout petit, commence à aboyer, comme s'il voyait quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je te dis ça. Il voyait quelqu'un d'autre derrière moi, je ne sais pas où. Et il s'est mis à aboyer. Et en même temps, moi, il me tire. Il me tire. Donc il m'emmène dans la chambre. Il court. Bon, je vais dire des choses qui vont bousculer, mais c'est pour qu'on comprenne vraiment. Il prend une culotte de mon épouse. On va vous la trouver. Il y a une culotte. Il va moi. Après, il va dans ma chambre, il trouve ma Bible. Il prend la Bible et il me l'amène. Et il la boit. Et il me tire vers la chambre. Parce que moi, c'est sur le balcon que j'allais. Et lui, il me tire vers la chambre. On a mis culotte là qui a représenté madame là, et mis Bible là pour payer ça. Puisque tu as demandé un signe, et ben voilà. Un signe, ben voilà. Et c'est fou! Je t'assure, le caniche et le chapitre dont j'en parle s'appelle Aïka m'a sauvé. Le chien m'a sauvé. C'est dingue! Le chien m'a sauvé.
Et on vous rappelle encore une fois, comme je viens de le préciser, que tout se trouve dans son bouquin L'ombre de la mort. Les amis, il vous parle de l'univers du crack. C'est chaud. Et tout ce que tu nous racontes, moi, ça me fait halluciner. Ah, mais tu peux halluciner. Et moi, c'est pour ça que j'en parle. Je parle de manière crue, j'en parle de manière violente. Parce que bon, Adam Toubitin là, ça, là, je vais le tomber aussi. Parce que bon, à un moment... Tu penses que c'est une case par laquelle chacun doit passer au bout d'un moment? Bon, voilà, pas forcément. Case prison? Ouais. Pas forcément, pas forcément. Tu peux pas y échapper. Bon, enfin, tu peux pas y échapper quand même. Parce que moi, comme je te dis, moi, en panier volé, mon machin, c'était pas dans mon éducation. Mais là, j'en étais qu'à fil. Et puis bon, un jour, on m'a proposé, voilà, tu fais un petit voyage à Saint-Martin, tu vas récupérer un petit peu, machin. Mais comme je te dis, comme j'étais un prédestiné, j'étais parti avec un gars pour récupérer 2 kilos. Ouais. Et donc, le gars, ça se passe mal avec la personne qui nous avait envoyé, ça se passe mal, finalement, le gars ne prend pas, tu vois, toute chose concourt. Comme dans les films. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ok. Donc, finalement, ça ne se fait pas. Et donc, finalement, je retourne juste avec 100 grammes. Ok. Donc les 100 grammes, machin, bon, je tombe, la douane, merci. Et donc, ouais, je prends 1 an de prison. D'accord. Et... mais tout ça aussi, parce que ce qu'il faut savoir, que là où j'ai vraiment consommé, là où j'ai vraiment puisé dans tout ce que j'étais au fond de moi, c'était après la prison. Okay. C'était délirant. Parce que donc au final, la prison ne t'a pas aidé? Mais, parce que c'est ça aussi, c'est important d'en parler. Tu vas en prison parce que voilà, pour ça, et au final, tu ressors, tu consommes encore 2 fois plus. Mais je vais te dire quelque chose. Tu consommes un peu plus en prison? Quand je suis sorti de prison, j'ai consommé plus. C'est fou! Oui. Et donc finalement... Et en dire, en pire prix. Et donc finalement, quel a été pour toi le début de la fin? Quelle a été la solution? Je le dis, moi je me sentais humilié. Je me sentais humilié. Tu vois, je ne me trouvais pas à ma place avec des gens avec lesquels je n'aurais pas fréquenté ces gens-là si. D'accord. Donc c'est venu de toi-même? C'est tout seul un jour? Tu penses que... Pas tout seul. Ok, d'accord. Pas tout seul. Ta prise de conscience. Ta prise de conscience. Oui, elle est seule. Tu te dis, mais Philippe, qu'est-ce que tu fais là? Donc en fait, tant que toi, personnellement, tu ne prends pas conscience, on aura beau être 20 000 autour de toi, tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Il faut que ça soit personnel. Il faut que ça soit personnel. D'accord. Et c'est l'éducation que tu as reçue, l'amour qu'on te donne, qui te permet justement, parce que quand je voyais ma maman, quand je voyais mon papa, je ne l'ai pas vu beaucoup, parce que dans cette période-là, je ne suis pas resté, parce que pendant tout ça, je travaillais, je veux dire, heureusement, mais quand je voyais ma maman, quand je voyais mon épouse, quand je les voyais, ils étaient qu'à prier, ils étaient qu'à faire tout. Et justement, quel conseil peux-tu donner à l'entourage d'une personne justement comme ça? Comment communiquer avec cette personne? Voilà, là, tu as des parents, des familles, des amis qui essaient de communiquer mais ils ne savent pas. Est-ce qu'il faut y aller frontalement, c'est-à-dire brutalement? Est-ce qu'il faut aller tout doucement? Est-ce qu'il faut vraiment prendre son temps? Comment agir avec cette personne? Comment agir? Ce que je te disais en liminaire, il faut combattre le mal par le bien. Par le bien, La haine par l'amour. Et le crack, c'est ça. Le crack, c'est la haine, c'est le mal. Donc, il faut donner beaucoup d'amour à tes enfants. Tu sais, j'ai une fille et il faut sans cesse que je lui dise que je l'aime, que je la rassure tout le temps. Parce qu'avant, mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Je le savais, parce que bon, c'était comme ça avant. Bon, nous costauds. Moi, je dis à mes enfants que je les aime. N'en déplaise à certains, moi j'embrasse mes enfants, j'embrasse mes fils, j'embrasse mes filles, parce que voilà, je leur dis que je les aime, parce que les enfants ont besoin d'entendre ça. Exact. La vie vit dans d'autres gens. Exact. La vie vit dans d'autres gens. Les enfants ont besoin d'être rassurés, les enfants ont besoin d'être aimés. Il faut aimer ton enfant, montre-le-lui, dis-le-lui. Parce que si tu ne lui dis pas, peut-être il pensera que tu ne l'aimes pas. Donc il faut beaucoup d'amour pour combattre cette haine-là. Donc parle à tes enfants et observe-les. Ne te tue pas non plus à la tâche. Et fais attention à ces repentances, parce que je me repentais sans cesse. Ah, je ne vais plus faire, je ne vais plus faire. Donc ne pas tomber dans ce piège-là. Il faut que vraiment tu te dises le marteau et l'enclume. Tu vois, et puis, je vois.
Mais de faire dans un gun velours. Mais de faire dans un gun velours, c'est plutôt ça. Et donc, savoir aussi donner une bonne éducation à tes enfants, des valeurs qui vont l'accompagner. Quand il sera un moment, des fois j'étais là, imagine-toi que même les gars, alors que je leur donnais de l'argent, je dépensais, enfin j'achetais. Donc ils auraient pu se dire, ben, tant mieux. Eux-mêmes me disaient, mais puis pourquoi on fait là? À pas placer ça là, hein? C'est fort ça. Donc donner beaucoup d'amour autour de... On dit souvent que ceux qui sont justement, qui ont une addiction assez sévère, voilà, ils mentent beaucoup. Et je pense que tu viens de me dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça t'arrivait de mentir, comme ça, les yeux dans les yeux? Les yeux dans les yeux, je me repens. Okay. Ah, je ferai plus. Je le ferai plus, je sais. Ok, d'accord. Donc en gros, faut pas trop croire. Non, faut pas trop croire. Mais en tout cas, donner beaucoup d'amour. Et c'est poignant. Franchement, ton témoignage est fort. Beaucoup d'amour. Et en tout cas, on vous rappelle que le livre, il est dispo partout. Il est dispo partout. On peut le commander, on peut te contacter, on peut... Oui, sur le site des éditions Nestor. Ouais. Vous pouvez passer par moi aussi. J'en ai quelques-uns à ma disposition dans toutes les bonnes librairies de la place. Ouais. Voilà, et sur les réseaux sociaux, j'y suis. En tout cas, n'hésitez vraiment pas, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui, je sais pas, est redevenu tabou. On en parle de moins en moins. En plus, il y a le Covid maintenant, donc tout est passé à côté. Mais si ça peut vous aider, à justement voilà, aborder un proche qui, pour vous, est addict, ben voilà. C'est un témoignage. Ton témoignage était vraiment très fort et très important. Merci. Mais c'est ça, en fait. Hein. On essaie, le diable, hein, parce que c'est lui dont il s'agit, il essaie toujours de cacher, de dissimuler les choses. Exact. Donc on ne voit pas, on se dit, ce qu'on voit là, des petits bouts, Gobolari, là, des petits paros, bon, c'est pas grande chose, mais je peux t'assurer... Qu'ils sont dans un autre univers. Oui, mais puis je peux t'assurer aussi qu'il y a beaucoup de gens, monsieur, madame, et je connais des gens bien, hein, parce que le crack n'a pas de classe sociale. Hein. Exactement. Et nous va dire plus que ça. En tout cas, si on veut maintenant te contacter, peut-être pour même te demander des conseils, pour avoir ton livre, parce que là, je suis sûr qu'il y a tu as touché énormément de personnes. Est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram? De toute façon, regarde, tout va s'afficher juste ici. Facebook, Instagram, voilà, Philippe Nicolas. Philippe Nicolas partout, sur Instagram, Philippe _ Starik, c'est-à-dire le tiret 18 comme on dit ici, Nicolas _ et puis bien sûr pour plus d'informations sur le bouquin, édition avec s-nestor.fr. Encore une fois, n'hésitez pas, c'est du vécu. Voilà, tout simplement, c'est du vécu. Donc allez-y. Merci pour ton témoignage. Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. C'est un tout dernier mot justement à faire passer à tout le monde, à tous nos téléspectateurs. Et la Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Jamaïque, Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Dominique, Haïti, ils te regardent, vas-y. C'est important de témoigner aussi, parce que nous pouvons vaincre. C'est ce que nous dit la parole de Dieu d'ailleurs. Nous avons vaincu par le sang de l'agneau, Jésus, mais par aussi les paroles de notre témoignage. C'est important pour nous de témoigner. Ce que je veux dire à une mère et un père, ne soyez pas découragés. Aujourd'hui, regardez ce que je suis devenu. Et je peux vous dire qu'il y a un espoir pour vous. Aimez vos enfants, donnez-leur une éducation adéquate et accompagnez-les, restez solides. Et ne soyez pas seuls, demandez de l'aide. Et puis je suis là, si vous avez besoin de conseils, je suis à votre disposition, vous pouvez me joindre là où on vient de dire. Et encore une fois, l'amour triomphe de tout. Voilà, du positif, c'est ce qu'on veut. Et merci pour ton message positif sur le plateau. Encore une fois, n'hésitez pas, c'est un mec à la vélote. Dès que tu as un autre ouvrage et que tu veux apporter un autre témoignage, n'hésite pas à repasser sur le plateau. Tu m'appelles et on se fait ça tranquillement. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Je te remercie. Nous, on se retrouve bien entendu demain pour un autre épisode, bien entendu, c'est comme une série, c'est comme Game of Thrones, de KNF, toujours sur Éclair TV. Le temps pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a donné cette belle chemise, c'est l'écran, toujours à Basse-Terre. On se retrouve donc demain, midi, 18h, 23h, sous la chaîne numéro 23 de votre satellite. À demain.